C'est important de préciser qui est le personnage parce que c'est vrai qu'elle se permet maintenant des choses qui vont très très loin, c'est-à-dire que le fait qu'elle critique nos mœurs, qu'elle critique notre façon de chanter, qu'elle critique notre look, j'en ai rien à carrer, c'est vrai que là-dessus j'ai pas de commentaire à faire parce que c'est vraiment à ras des pâquerettes, mais après maintenant elle se permet carrément de critiquer nos enfants, notre façon de les éduquer, elle prétend connaître nos motifs à avoir eu des enfants, enfin des choses complètement barges, parce que là on parle bien d'une folle hystérique. Donc si elle s'attaque à nos enfants et qu'elle les met en danger, dans le sens où elle dit qu'ils sont en danger avec nous, donc du coup elle les met en position d'être eux-mêmes des victimes, là c'est vrai qu'on peut pas, on est obligé de réagir, on est obligé de parler. Donc si elle attaque sur des choses comme tu décrivais là de vie sectaire, c'est simplement parce qu'elle a aucun argument factuel contre nous. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'aller dans des zones très très basses, de taper très très bas, parce qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de plainte contre nous, il n'y a pas de problème. Toutes nos chansons sont toujours politiquement, je dirais pas consensuelles, mais disons qu'elles sont inattaquables par le système parce qu'on fait en sorte de ne pas utiliser les mots qui sont interdits. Donc il n'y a financièrement pas de problème non plus, elle n'a jamais été victime de secte dans le sens où on lui a jamais pris d'argent et tout, parce qu'elle en a simplement jamais donné. Donc à aucun niveau en fait qui serait judiciairement condamnable, elle ne peut nous toucher. Donc elle est obligée d'aller dans des zones qui sont totalement subjectives et qui sont en fait dans ce qu'elle déclare, c'est un délirium interminable où elle exprime, elle s'écoute parler, elle s'hypnotise elle-même en disant des horreurs sur nous qui n'ont ni queue ni tête. Je vais devoir évoquer la vie aventureuse d'Annick Lovinfoss, puisqu'elle se répand en calomnie sur les brigandes, partout où elle trouve une oreille complaisante. Nous n'avions aucune envie de perdre notre temps à riposter à ces critiques qui ont pris un caractère de démence depuis que Rivarol l'a incité à nous insulter de la manière la plus grossière qui soit. Nous sommes ici non plus dans le débat ou la contestation de nos idées et de nos positions philosophiques, mais dans une campagne de diffamation qui n'a plus de bornes, plus de nuances, plus la moindre objectivité, une véritable opération d'inquisition avec torture morale et condamnation au bras séculier pour un lynchage médiatique en règle. Annick Lovinfoss, personne sans importance ni pouvoir, est devenue l'instrument d'une guerre totale contre les brigandes. Cette guerre est menée autant par la gauche et l'extrême gauche que par la frange catholique intégriste défendue par Jérôme Bourbon de Rivarol, sous le contrôle à l'arrière-plan de jésuites qui ont comme envoûté Annick Lovinfoss. Cela sonne comme une conspiration occulte, mais nous verrons que cette personne se dit elle-même possédée. Pour preuve, elle s'est soumise à un rituel de désenvoûtement auprès d'un prêtre exorciste de Paris. Elle s'est d'ailleurs évanouie dans la chapelle pendant la séance. D'une sensibilité maladive, elle entrait en extase en assistant aux vêpres chez les trappistes. Voilà donc le témoin à charge, propulsé par les médias contre les brigandes et leur directeur, très grand gourou. On a une notoriété quand même très importante. On a appris quand même beaucoup de niveaux, que ce soit au niveau du chant, au niveau des instruments. Pour elle, ça doit être insupportable. J'imagine que c'est d'une jalousie féroce, quoi. Elle était passionnément amoureuse de lui et du coup, même si elle partait très souvent parce qu'elle faisait une crise et puis elle partait, elle prenait ses bagages et elle quittait la communauté, elle revenait tout le temps. Parce qu'elle était complètement accrochée à lui en fait. Mais reprenons les choses au commencement, en énumérant sommairement les nombreuses appartenances d'une femme que nous pouvons à juste titre qualifier de bête de secte. Mais nous verrons que la bête de secte cache aussi une autre bête pour ses penchants sexuels et la frustration affective qui en résulte. À propos de sexualité, c'est au sein de la mouvance révolutionnaire qu'un traumatisme, on peut parler d'un viol, va déterminer un comportement dissocié chez cette jeune fille de 16 ans qui rejoint la lutte ouvrière et l'Union communiste en 1968. Pour ce qu'on en sait, cette mouvance issue des jeunesses communistes révolutionnaires est très radicalisée dans son combat.
Annie Clovinfos a avoué qu'elle était allée chercher le combat le plus radical. Elle est intégrée dans une cellule trotskiste de Rouen où elle sera initiée d'une manière très particulière. On lui apprendra à mentir à ses parents, à leur voler de l'argent, pour prouver qu'elle n'a plus d'attache avec la moralité bourgeoise. Catholique de naissance, on suppose que l'exercice est pénible à cause de ses restrictions à emprunter une voie immorale où son esprit est dissocié. Pour marquer l'Ovinfos au fer rouge de la cause du peuple, on va l'obliger à coucher avec des ouvriers. Sur sa mobilette, elle ira à l'aube, en cachette de ses parents, rejoindre l'usine Renault de Cléon, proche de son domicile à Oissel. Elle distribue des tracts, mais aussi ses charmes, afin de montrer à ses chefs son adhésion définitive à la lutte des classes. Mais déjà son tempérament rebelle s'exalte et elle entre en conflit avec ses camarades gauchistes et quitte le mouvement. Pour se définir, elle dit « Je suis dès le départ une emmerdeuse ». Et elle confie à Très grand gourou qui s'interroge sur ses comportements étranges « Il faut te rendre compte que je suis très, très névrosée ». Parce que cette femme-là, il faut quand même savoir que c'est une vraie emmerdeuse. Hein. Elle a toute sa vie fait chier le monde, partout où elle est passée, aussi bien chez les cocos que dans ses groupes de yoga. Partout, elle s'est toujours fait virer. Partout, les gens, même nos pires ennemis qui la connaissent, ne pourraient pas s'associer à elle, tellement c'est une emmerdeuse. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des emmerdeuses, mais des emmerdeuses comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il aurait mieux fallu en rester là, sans doute. Interrogé, son chef de cellule nous confiera qu'une telle recrue était un fardeau pour le groupe des militants, capable de tirer dans le dos de ses compagnons sur le champ de bataille pour une simple lubie. Elle sera donc dégagée du groupe, mais elle va rester marquée à vie par une dissociation émotionnelle qui la rendra malade des nerfs, écartelée constamment entre le péché et le repentir, déchirée entre son absence de moralité sexuelle et un moralisme de façade. Elle avouera vivre dans un chaos constant, prenant amant sur amant, souffrant la torture lorsque l'amant du moment est un homme marié. Elle se déclarera très névrosée, refusant de se laisser photographier par crainte d'être reconnue sur des photos érotiques où elle posait tout en se faisant honorer par 2 photographes à la fois. Elle aime se confesser sur l'oreiller et Très grand gourou autant que ses amis en ont appris de belle. Je pense qu'elle a essentiellement un problème de jalousie qui vient du fait qu'elle-même est très instable, on peut dire, au niveau sexuel, on pourrait quasiment le dire. On sait bien qu'on projette toujours sur l'autre ce qu'on fait soi-même, donc on est très jaloux en général quand soi-même on est limite de ce côté-là. Et on a toujours vu que cette personne était borderline au niveau de sa relation qu'elle entretenait avec les hommes qu'elle rencontrait, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient moins jeunes. Elle prétend avoir été violée à Paris par son colocataire qui l'a menacée avec une tronçonneuse. Elle se serait enfuie par la fenêtre en courant nue dans les rues de Paris à la recherche d'un commissariat. Elle raconte tout cela dans les moindres détails. De plus, elle ne rompt jamais avec ses ex, mais elle les garde en réserve. S'arrête-t-elle un soir dans un gîte que le premier voyageur qui lui offre un café est assuré de coucher avec elle. Pourquoi raconter ces anecdotes triviales dont elle s'est confessée avec délectation ? Eh bien, c'est à elle qu'il faut demander pourquoi elle raconte autant de sottises sur les brigandes. C'est qu'elle projette sur les autres. Mais reprenons le fil de notre histoire. Abandonnant la lutte révolutionnaire, elle étudie la musicologie pour devenir professeure, ce qu'elle obtiendra, mais finira dans un bureau au CNED car elle est bien incapable de gérer une classe et de s'occuper d'enfants. Quand elle a vu des jeunes filles talentueuses et qu'il y avait Joël derrière, ça a dû la rendre folle de jalousie comme d'habitude. Mais elle était elle-même musicienne, elle aurait pu faire... Musicienne, oui, elle a fait de la musique, elle a fait de la musicologie, elle était prof de musicologie et tout ça, mais elle n'était pas... Moi, j'ai jamais pu jouer avec elle. Pendant des années, j'ai essayé de jouer avec elle, mais elle était trop chaotique. Ses 3 fils s'élèveront seuls, alors que leur mère court les groupes de développement personnel. En fait, ils ne sont pas vraiment seuls, car ils vivent avec leur père, héroïnomane, qui les initie au hashish. Donc voilà, donc pour revenir à ses fils, donc elle les a laissés comme ça dans un état d'abandon total dans sa maison. Elle les a laissés prendre de la drogue avec leur propre père. Et à un moment, il est arrivé que le dernier fréquentait trop les rave parties, était complètement
pris par les extas et tout ça. Donc elle nous a demandé si nous, terrible secte, on pouvait prendre soin de son fils pendant quelques mois pour l'aider à se désintoxiquer. Ce qu'on a fait, et ça a marché. Et ce garçon aujourd'hui, je pense que s'il n'est pas trop stupide, il ne pourrait pas soutenir sa mère dans ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, ça pourrait être sympa de sa part de demander à sa mère de la fermer, parce que lui-même, il sait très bien ce qu'il a vécu avec nous et comment on l'a aidé. Donc voilà, merci merci à elle de nous remercier comme ça, d'avoir pris soin de son enfant. Par son mécanisme d'inversion typique, Annick Levin-Fausse prétend que les enfants des brigandes sont mal élevés. De plus, son complexe marxiste de base la place d'emblée dans l'hostilité de ce qui est élitiste. Elle défend systématiquement celui qu'elle juge faible. Par contre, elle hait les caractères forts, et ceci explique son ressentiment par rapport aux brigandes et Très grand gourou. chez qui elle ne peut admettre la moindre qualité ou talent. Rien que de penser qu'une femme pourrait prendre sa place, pour elle, c'était la fin, quoi. Dès que Joël parlait à une jeune femme, ça la rendait folle en fait. Mais parlait, disait bonjour, ça la rendait folle. D'accord. Donc elle était dans des crises de jalousie perpétuelles. D'accord. Et ça pourrait être un mobile suffisant, son acharnement dans les médias La jalousie, Ouais. la passion, oui je pense, parce que je l'ai vu faire des choses incroyables par passion. Enfin se mettre dans des états incroyables et faire des choses incroyables. Ce que je vois, c'est de la jalousie. Après, après, la jalousie se transforme petit à petit en vengeance, quoi, progressivement. Après l'épisode révolutionnaire et son sacrifice charnel pour la lutte des classes, elle veut plus fort encore. Elle croit trouver une voie d'épanouissement en intégrant les groupes de travail de Gurdjieff. Ces groupes proposent une forme de thérapie et de développement personnel par le dévoilement de nos tendances personnelles les plus secrètes. Il s'avérera que Levin-Fausse ne veut surtout pas voir qui elle est vraiment. On ne sait dans quelles conditions elle en fut exclue, mais on suppose encore une fois une affaire amoureuse ayant mal tourné. De toute façon, dès qu'il est question d'autocritique, elle se révolte et casse la relation. Malade d'être avec d'autres femmes et de transmettre son savoir, c'était impossible pour elle. D'accord. Ça dans le travail et dans la vie quotidienne C'était pareil, que ça soit dans les repas communs et tout, c'était pareil. En fait, elle était crispée dès qu'elle était avec d'autres personnes, surtout que là, on a quand même une pensée plutôt de droite, on va dire, alors qu'elle était d'extrême gauche. Donc c'est sûr que tous les jours, c'était un supplice pour elle. On peut se demander pourquoi une névrosée de cet acabit est constamment à la recherche d'un groupe philosophique si au bout d'un moment elle se braque contre tout le monde en se plaignant d'être incomprise. Elle cherche l'évasion, mais il n'y a pas que le sexe, il lui faut des émotions plus paranormales. Après son exploration en Afrique, chez les Pygmées et les Peuls, c'est la lecture de Castañeda qui la propulsera en Amérique du Sud à la recherche de l'extase chamanique. Elle en reviendra, comme d'autres, avec un fantôme aux trousses. Si on a lu le Horla de Maupassant, on comprend mieux ce phénomène de possession qu'on retrouve dans la littérature fantastique. Elle se dira également envoûtée après un séjour en Grèce. « Je me suis retrouvée attaquée par des dragons démoniaques », disait-elle. Curieusement, elle évoque cet épisode lorsqu'elle se plaint avoir participé à des repas en compagnie des brigandes où elle était paralysée sous l'effigie d'un dragon, en réalité une tenture murale représentant la croix de lumière du Christ s'élevant au-dessus du dragon terrassé. Tout signe, dans sa vie personnelle, est l'occasion d'une réminiscence douloureuse. Un mot la transporte dans le passé et toute objectivité s'annule. Voilà, donc c'est la seule en fait qui a vécu cette réalité parallèle, parce que c'est une réalité parallèle, parce qu'en fait je me reconnais pas du tout dans tout ce qu'elle raconte. Donc voilà, mais en même temps ça m'étonne pas qu'elle raconte tout ça, parce que voilà, je l'ai bien connue et elle a un profil assez particulier. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne supporte rien. Dès qu'elle entend un mot ou une phrase qui ne lui convient pas, elle devient déchaînée, quoi. Et elle est toujours en train de manifester son mécontentement. En fait, c'est quelqu'un de clairement insupportable, d'invivable. Elle vit dans un mythe permanent, interprétant toutes les situations à son avantage, mais avec une souffrance hystérique. Elle va donc se soigner par le yoga, en postulant dans une organisation pour devenir professeure de cette discipline, ce qui s'avérera impossible, car elle est incapable d'enseigner une pratique aux autres, n'étant concernée que par elle-même. Et puis, va survenir un incident qui déterminera la suite de façon encore plus dramatique. S'étant blessée au doigt avec une épine, elle va être vaccinée contre le tétanos,
ce qui aurait déclenché une fibromyalgie chronique assez violente. Comme elle avait toujours avec elle un volumineux dossier médical, Très grand gourou. a découvert alors l'importance de sa problématique. Donc elle m'a demandé de regarder un peu ce que c'était la fibromyalgie. Je me suis intéressé et j'ai vu qu'en gros, tout le mode de vie communautaire provoque les symptômes de la fibromyalgie. C'est-à-dire C'est-à-dire, s'il y a trop de gens autour d'elle, s'il y a des débats, en gros, dans les discussions, enfin ça va à l'extrême. S'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, enfin c'est invivable, quoi. Donc moi je lui ai dit, mais je sais pas comment tu fais pour être là. Et tout le monde se demandait parce qu'elle était elle était insupportable à vivre en fait. Elle était trop droguée avec ses médicaments, en fait, ça la faisait somnoler. Donc quand elle faisait un morceau de piano et que tout le monde chantait, bah, parfois elle n'arrivait pas à le faire, ou elle se trompait, ou elle accélérait, elle ralentissait, enfin ça n'allait plus. Donc quand on a eu des musiciens plus compétents, entre guillemets, on a été obligé de quelque part la remplacer parce que voilà, c'était pas possible d'avancer au niveau du travail musical avec elle. Donc je pense qu'il y a énormément de frustration personnelle, et la plus grosse étant évidemment Très grand gourou. qui au bout d'un moment pouvait plus supporter les crises démentes qu'elle faisait, et je pense qu'au bout d'un moment il lui a dit bon c'est plus possible entre nous, et je pense que c'est ça la plus grosse frustration évidemment, mais c'est pas la seule frustration. Elle est juste voilà, pour elle c'est un échec en fait, c'est un échec à plein de niveaux, sa vie dans la communauté, et du coup elle se venge, je pense. Les rapports de médecins et de psychiatres, les ordonnances quasi hebdomadaires pour renouveler les médocs les plus lourds, les hospitalisations pour tentatives de suicide, la litanie des essais thérapeutiques, sans parler de ce qui ne paraît pas dans un dossier officiel, comme les cures de jeûne, les régimes, les bains spéciaux, toute une batterie de moyens curatifs qui s'avèrent inefficaces et qui l'obligent à chercher toujours autre chose. Sa quête l'amène vers des mouvements spirituels où elle pense trouver une consolation. Savoir que c'est une personne qui déclarait devant des assemblées qu'elle ne pouvait pas supporter l'état de conscience normal, donc elle devait forcément prendre des médicaments, prendre des choses pour pouvoir supporter la vie normale. C'est une femme qui a toujours été à la recherche d'une autosatisfaction, mais qu'elle n'a jamais trouvé nulle part. Donc c'est pour ça que maintenant peut-être elle la cherche dans la vengeance et dans la calomnie, parce que partout où elle a été, elle n'a jamais réussi à trouver quelque chose qui la satisfasse. Atteinte de fibromyalgie et addictée à toutes sortes de drogues antidouleurs, antidépression, somnifères et neuroleptiques, elle va s'enquérir de communautés mystiques proposant une expérience de libération. Elle rencontre alors le groupe dirigé par le leader spirituel Olivier Manitara, qui a son centre en Aveyron. Régulièrement, elle fait le voyage depuis Rouen pour des week-ends où elle s'habille de blanc pour méditer au lever du soleil. Ses capacités musicales sont repérées, et comme le gourou veut constituer une formation musicale, elle se propose pour en assurer la direction. Encore une fois, on ne sait quelle histoire de cul et de jalousie a fait avorter l'affaire, mais le gourou, ou sans doute sa femme, écarteront l'Auvin-Fausse du projet. Nous sommes en 1996, et la chasse aux sectes fait rage en France, ce qui place le groupe de Manitara dans le viseur de la nouvelle Inquisition. On ne sait si l'adepte l'Auvin-Fausse a voulu se venger de son gourou, mais ce dernier est dénoncé auprès de l'administration et sa communauté doit encaisser une descente de gendarmerie très violente, sans aucun mobile juridique. Curieusement, en 2012, Annick Lovinfausse dénoncera le groupe de Très grand gourou comme néo-nazi à l'administration pour se venger. Cela n'aura pas de conséquences et elle reviendra sur ses accusations par une lettre de rétractation où elle avoue avoir agi sous l'effet de la passion amoureuse. Les lecteurs de ces accusations récentes contre Très grand gourou. apprécieront s'ils doivent accorder du crédit au délire de Lovinfausse. J'ai, il y a 1 an, décembre 2010, envoyé une lettre nominative au service de contrôle de la CAF d'Alençon pour dénoncer l'abus de biens publics d'un groupe de personnes habitant à la résidence Elfica de Ferrières à Saint-Martin-d'Épezerit ou dans les environs. Le temps ayant effacé le brutal aspect passionnel de cette affaire, ma conscience m'oblige à vous préciser que l'état pathologique où je me trouvais
dépression et violents ressentiments affectifs liés au rejet amoureux d'un musicien du groupe m'ont amené à un véritable désir de vengeance envers tous les auteurs ou spectateurs de mon drame personnel. J'ai alors mêlé la CAF à mon délire de persécution et dénoncé des choses dont je ne sais en réalité rien, ou déformé par mon désir de nuire à ces personnes qui m'avaient beaucoup blessé. J'espère donc que mon précédent courrier calomnieux ne nuira en aucun cas à des gens qui n'ont probablement rien à se reprocher. Annick Lovinfoss. Après l'aventure chez Manitara, elle tombe en admiration devant les écrits de très grand gourou qui lui apparaît comme un héros révolutionnaire. Elle devient sa maîtresse, non sans difficulté, car grand gourou, quoique séparé, est marié et ne désire pas divorcer, ce qui rendra la situation très tendue avec Lovinfoss, qui menace de se suicider régulièrement ou menace grand gourou de mort, selon des scénarios cocasses dignes du pur grand guignol. Oui, parce que c'est pas une personne qui est venue avec des bonnes intentions, on va dire. Bon, déjà, son instabilité psychique fait que c'est sûr qu'elle n'a pas eu la lucidité de voir vraiment ce qui se passait autour d'elle. C'est vrai qu'elle est venue, de manière inconsciente pour attaquer le projet de très grand gourou. Oui, c'est même le mobile principal par rapport à Joël. D'ailleurs, elle s'en est même vantée auprès de l'ex-femme de Joël que si c'est pas dans cette vie-ci, ce sera dans la vie prochaine où elle obtiendra la vengeance pour laquelle maintenant, à la limite, c'est plus sa raison de vivre en fait. Donc, d'une manière ou d'une autre. Donc ça aussi, ça explique aussi son acharnement mutuel. Passons les détails des débordements de la passion avec les crises d'hystérie et les fausses ruptures, suivies de grandes déclarations de fidélité. Mais Lovinfoss, étant structurellement infidèle, voit en permanence de l'infidélité chez les autres. Lorsqu'elle s'évade un week-end, elle se fait ramasser à la terrasse d'un café par un motard qui l'emmène faire une balade dans les bois, qui se finit en émoi à cheval sur la moto. À Montpellier, elle va écouter un érudit qui parle du catharisme et devient sa femme de compagnie avant de revenir vers le très grand gourou. Elle cherche encore et toujours sa voie et fréquente un moment les Rose-Croix néo-cathares. Dans les premières rencontres, elle se fait ramasser par un homme qui lui promet le mariage. Le mariage, oh là 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 là. Mais elle le quitte presque immédiatement pour revenir promettre son affection éternelle à grand gourou qui n'en demande pas tant. À la fin, après des crises épouvantables, on décide de l'écarter définitivement du groupe. D'un commun accord avec les gens du groupe, on a décidé de lui dire de partir définitivement, au grand soulagement de tous. C'est vrai qu'elle nous terrorisait carrément. C'est vrai que Elle était hostile à tout ce qu'on vivait, c'est-à-dire qu'elle était hostile à la vie communautaire, elle était hostile à nos recherches mythologiques, elle était hostile à notre organisation, elle était hostile à tout. Donc c'est vrai qu'elle nous a, et elle le cachait pas, elle adorait faire des crises, donc prendre l'énergie des gens qui étaient là en se mettant à table ou pendant des réunions à se braquer contre ce qui était dit pour n'importe quel prétexte et à faire mine de s'en aller. Donc si on avait le malheur d'essayer de la retenir pour essayer de solutionner le problème à ce moment-là, elle pouvait devenir extrêmement violente. Je l'ai vue plusieurs fois faire des choses comme faire semblant d'aller se jeter à travers la baie vitrée ou au rez-de-chaussée, hein. Pas très dangereux, mais quand même, faire des choses où normalement t'as jamais vu quelqu'un faire ça dans ta vie, à part la télé. Voilà. Elle rejoint alors le mouvement de la Nouvelle Acropole, où elle milite activement jusqu'au moment où elle cherche une ultime fois à revenir vers grand gourou. Elle rompt avec la Nouvelle Acropole en excommuniant cette doctrine syncrétiste, mais ne pouvant se faire réadmettre parmi l'équipe des Brigandes, qui se produit alors sous le nom des Ultra Sixties. Elle part, et ce sera la dernière fois. Elle réintègre Nouvelle Acropole, qui l'accepte à nouveau, grâce à une responsable complaisante qui, dirons-nous, aime les femmes. Mais lorsque les Brigandes apparaissent publiquement, elle se lance à l'attaque et commence sa campagne de diffamation dans Rivarol. C'est un déchaînement de haine, de calomnie sans fondement, car elle avoue à ses proches « J'aurai sa peau par tous les moyens ». Et vous en avez plus entendu parler pendant quelques temps, juste au moment où on a lancé « Non Seigneur, je ne veux pas devenir Charlie ». À ce moment-là, au moment des Brigandes, là elle est revenue à l'attaque dans Rivarol, mais là elle y va sévère. Elle a enfin trouvé sa voie, par ce qu'on appelle la vengeance thérapeutique,
et tout ce qu'elle a enduré dans sa vie retombe sur Très grand gourou. Des thérapeutes prétendent que c'est ainsi qu'on se libère d'une secte. Tout le mal viendrait des autres et d'une doctrine dont il faut se purger par l'apostasie afin de se rétablir dans la société normale. Il faut donc calomnier sans restriction en se faisant passer pour une victime. Pour sa grande honte, Lovinfos va suivre cette voie infamante. Elle rêve au plateau de télé qui pourrait satisfaire ses ambitions déçues et sa détresse existentielle. Elle aura gagné quoi Ah bah elle, ce qu'elle cherche, c'est détruire le groupe. Elle cherche à ce qu'on soit interdit, à ce qu'on ne puisse plus se produire, à ce qu'on ne puisse plus vivre comme on vit, regroupé. Ce qu'elle veut, c'est nous détruire totalement. Et puis anéantir Joël moralement aussi, parce que c'est vrai qu'une femme qu'on a aimée, bah, c'est jamais facile de l'avoir déblatéré autant de conneries. Bah, l'objectif, c'est de nous détruire, quoi. Pour des raisons différentes, mais au final, ils veulent nous détruire, quoi. Donc, c'est vrai que dans ce reportage-là, elle a dit même qu'il y avait une surveillance sur les portables et tout, enfin, un truc dément. Enfin, on m'a raconté un truc, mais dément. Enfin, c'est vrai que ça paraît... c'est étrange comme truc. Enfin, moi, je vis ici, j'ai un portable et tout. Jamais il y a eu de surveillance. Enfin, je veux dire, si on était surveillé, je ne serais pas là. Enfin, je suis quand même catalane, j'ai ma fierté. Je me laisse pas faire comme ça, quand même. Mais là, on peut dire qu'elle met le paquet d'une certaine manière. Quelque chose, je me demande, c'est pas quelqu'un ou quelque chose derrière qui la pousse ou quelqu'un qui la paye, ou je sais pas, mais c'est quand même assez surprenant. Passons les détails, les insanités et l'ordure répandue sur l'amour de sa vie. La presse de gauche, ennemie des brigandes, s'empare de cette médium inespérée pour lui faire cracher des calomnies sur le soi-disant gourou. Grand gourou. Car on ne peut rien trouver de plus accablant contre une cible à abattre dans le contexte culturel français. Contre un gourou, tout est permis, et les gogos gavés de propagande en redemandent. Le gourou fait tout mal. S'il est génial, c'est un imposteur. S'il est bienveillant, c'est un sataniste. S'il est généreux, c'est qu'il dissimule sa cupidité. Et s'il est intelligent, c'est qu'il est manipulateur. Lovinfos a lu des livres de propagande à ce sujet. Sa Bible est l'Adepte, le récit d'une victime de secte qui se plaint que son gourou cosmique ne l'aimait pas. Lovinfos s'est identifié à cette pauvre fille qui s'étale avec impudeur en avouant qu'elle n'était qu'une pauvre femme mal aimée. Lovinfos va devenir l'adepte que les médias vont présenter comme l'ex-adepte qui a enduré le martyre auprès d'un gourou pervers et narcissique. La farce est grossière, mais ça marche. Tous ceux qui connaissent Très grand gourou apprécieront l'arnaque de Lovinfos. Ses chansons sont des tubes, mais il s'agit sans doute de manipulation de l'opinion. C'est un érudit dans divers domaines ésotériques et mythologiques, mais c'est de l'esbrouf. Il est entouré depuis 20 ans par des amis fidèles, mais ce sont des abrutis tyrannisés et hypnotisés. Il ne fait que du mal, devient un danger et menace le monde entier, car Annick Lovinfos n'a pas eu ce qu'elle voulait tant, le mariage. Dès lors, il devient un bandit et même un criminel qui fait assassiner ses disciples et les maintient en esclavage dans des conditions d'assujettissement intolérables. Mais que fait la justice? Que fait la police? Que font les ligues bien pensantes? Que fait l'organisme de lutte anti-secte gouvernementale? N'a-t-il pas le pouvoir de ralentir un train et d'exécuter un adversaire à distance par la pensée? On trouve ces arguments dans la presse de gauche comme le Nouvel Obs. Pensez donc, ce mage menace la République, car Lovinfos dit qu'il fait trembler les immeubles et pourrait faire survenir un tsunami. Le délire enfle dans les médias et la France assiste, étonnée, à l'apparition de la bête 666, identifiée par Lovinfos, qui ne peut cacher qu'elle a joui entre ses bras. Coupable de ce péché, elle va sauver les catholiques qu'elle alerte sur l'intention de Très grand gourou de détruire l'église de Rome. Qui rendra justice à Annick Lovinfos, qui hurle son désespoir d'avoir été éconduite et qui demande une exécution médiatique à défaut de recevoir une vengeance de sang? Cette fois, la responsable de Nouvelle Acropole a prévenu Lovinfos que si elle recommençait à baver dans les médias, elle serait exclue. Mais Lovinfos récidive et elle est donc renvoyée définitivement de la Nouvelle Acropole. On a vu qu'elle s'était fait virer pratiquement de partout où elle avait été, les groupes qu'elle avait fréquentés antérieurement,
pour ne pas forcément les citer, mais elle s'est fait virer de tous les groupes où elle était. Même encore récemment, elle se fait jeter des groupes qu'elle fréquente. Parce que c'est son style d'être. C'est quelqu'un qui est revendicatif, qui veut aller au conflit, quoi. Ouais, tout à fait. N'ayant plus de frein, elle parle de meurtre chez les brigandes au sujet d'une femme décédée d'un cancer. Toutes les limites du mensonge et de la calomnie sont outrepassées. Elle se vautre dans ses bêtises. Au final, ses soutiens l'abandonnent et son directeur de chorale, qui croyait la réformer moralement, la congédie en prenant connaissance des énormités qu'elle déverse sur Internet avec la complaisance de sites catholiques. Des sites de faux chrétiens fanatiques qui se déshonorent sans vergogne pour la défense des jésuites, que le grand gourou a égratigné assez sévèrement, faut-il le préciser. La tempête. Rejetée de sa formation musicale, elle va immédiatement se plaindre que le très grand gourou en est l'instigateur. Il n'y a plus rien qui survient dans sa vie sans qu'il en soit responsable, comme le cambriolage qu'elle a subi et que le grand gourou a dû organiser à 800 km de là. Tout est désormais possible, et si elle meurt, ce sera la faute au magicien qui hante sa vie. En réalité, elle est possédée par les fantômes qu'elle invite depuis si longtemps à loger dans son esprit. C'est une pauvre femme qui est malade, elle est complètement... Je sais pas dans quel état elle est, mais elle n'est pas dans un état normal. Parce qu'il y a, dans ce qu'elle raconte sur nous, il y a au moins la moitié où c'est des mensonges énormissimes et dégueulasses. Et l'autre moitié, c'est son point de vue de comment elle vivait les choses. Parce que comme elle était complètement névrosée et presque psychopathe, j'ai envie de dire, un repas normal où on rigole sur quelqu'un, ça devenait une torture, ça devenait on assassine la personne devant tout le monde. Donc il y a la moitié de ce qu'elle raconte où c'est juste sa vision complètement tordue de la vie, et l'autre moitié c'est du mensonge pur. Donc j'ai envie de lui dire que c'est absolument dégueulasse de faire ça. Juste pour une passion personnelle. Juste pour se venger, de mentir comme ça et de nuire aux gens, parce que là, elle attaque nos enfants, elle dit qu'on s'occupe mal de nous. Enfin, elle nous attaque vraiment, elle nous met en danger en fait. Elle dit qu'on est une secte et tout. Enfin, c'est... De faire tout ça juste pour se venger d'une passion, je trouve que c'est ignoble. Et c'est vrai que ça me fait de la peine, parce que je l'ai bien connue et voilà. Qu'elle est aussi loin, ça me fait de la peine. Donc je sais pas comment elle peut nous traiter, nous rouler dans la boue comme ça. C'est vrai. Nous emmerder alors que je vois pas ce qu'on me fait au final, quoi. Il y a son histoire passionnelle avec Joël, mais ça justifie pas presque une mise à mort, quoi, je veux dire. C'est pas... Si elle était là, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Si elle était là en face, elle pourrait dire, mais on pourrait lui dire qu'est-ce qu'on t'a fait vraiment, je veux dire. Ouais, qu'est-ce que tu nous reproches, quoi. On en restera là, mais il y aurait beaucoup à dire. Les brigandes ont été attaquées sans jamais lui avoir fait de mal, et il n'était pas dans leur intention de riposter. Or, elles reçoivent les menaces de déséquilibrer stimulées par les racontards de Lovinfoss, ce qui met en danger leur existence quotidienne et leurs enfants. Et comme elles savent que la démence de cette furie n'est plus contrôlable, on peut s'attendre à ce qu'elle continue jusqu'à épuisement de ses forces et du soutien du système médiatique. Quant à très grand gourou, par l'action des brigandes et leur impact tout de même important, il ne fait aucun doute qu'il n'est pas touché par les calomnies d'une femme qu'il aurait voulu aider, mais qui est d'un autre bord idéologique. Les lettres affectueuses de Brigitte Bardot aux brigandes nous rassurent sur notre travail et sa valeur. Très grand gourou veut aider la France et ceux qui sont privés de défense face à la politique impitoyable de fous égocentriques. Lovinfoss, qui ne fait rien de constructif, risque de se détruire les nerfs dans un vain combat contre une sorte de titan prêt à mourir pour la vérité et la justice. Yeah, yeah, gourou, viens lancer le twist. Yeah, yeah, gourou, viens lancer le twist. Tourne, tourne, tu nous rends fous, mon yeah, yeah, gourou. Oh, grand gourou, l'apôtre du twist. Oh, grand gourou, la joie de nos artistes. La religion du bonheur, ouvre nos cœurs à tous les jaloux.
n'aiment pas le twist. Non, 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 ça les rend vraiment agressifs. Tourne, tourne, nous on s'en fout. Yeah, yeah, gourou. Yeah. Oui, matin et soir, on est toujours en piste. Tous les disciples suivent le gourou du twist. Nous sommes à tes genoux, oh grand gourou. Ouais, c'est toi l'élu du dieu du twist, le messager de l'ère nouvelle du twist. Toute la vie on va twister.